Dans 3 jours, vous allez bénéficier d'un jour férié, ce sera le 11 novembre. Mais au fait, on commémore quoi le 11 novembre? Est-ce que c'est un rapport avec Marignan? Est-ce que c'est un rapport avec la guerre de 100 ans? Est-ce que c'est un rapport avec le débarquement Coligny? Dans quelques instants, on vous rafraîchit la mémoire, on vous parle de la guerre 14-18. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on est sur place à Saint-Nazaire, juste à côté de la mairie. Pourquoi on est allé à Saint-Nazaire? Bon, on avait envie de voir la mer déjà, mais surtout pour vous parler d'une très belle expo qui a démarré hier. Ça s'appelle Les Nazériens dans la Grande Guerre et ça a lieu juste derrière moi, à la galerie des Franciscains. Et c'est une expo assez extraordinaire, à plus d'un titre. D'abord, c'est une première, une telle exposition sur la guerre de 14-18 ici à Saint-Nazaire. Elle a nécessité 2 ans et demi de travail et elle est le fruit de la collaboration de 7 associations. On vous dit tout dans quelques instants. Je suis avec Christian Morinière, qui est le président de l'association Aristide Briand, qui a participé à l'élaboration de cette exposition, qu'il a même coordonnée, on pourrait dire. Mais avec 7 associations. Avec 7 autres associations, enfin 7 au total en tout cas, qui ont contribué à cette belle exposition, une première sur la Première Guerre mondiale à Saint-Nazaire. Alors évidemment, on avait envie de parler un petit peu des Américains. C'est l'épisode qu'on connaît le mieux de la Première Guerre mondiale à Saint-Nazaire, l'arrivée des Américains en 1917. Mais cette expo, elle parle aussi de tout le reste finalement, de comment les Nazériens ont vécu cette grande guerre, cette guerre de 14-18. Et là, on se trouve justement sur un des aspects aussi de cette guerre qui est méconnue, qui est l'accueil des réfugiés et des blessés, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que tout le monde connaît ce fameux épisode de l'arrivée des Américains à Saint-Nazaire, mais c'est en 1917. Mais avant 1917, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et c'est sur ce sujet-là que nous avons voulu travailler. Et notamment, nous avons découvert l'importance de l'accueil des réfugiés à Saint-Nazaire pendant cette période, puisque vous avez eu pour pratiquement 5000 réfugiés qui sont arrivés, essentiellement de Belgique, mais aussi des Ardennes et du Nord. Des zones de combat. Des zones de combat. Et ces réfugiés-là ont été, pour la plupart, dans une situation de misère pendant pratiquement toute la guerre. Ils avaient un petit pécule qui leur a été accordé par l'État, mais ce n'était pas suffisant pour vivre, et donc beaucoup étaient dans la misère. Et nous avons là des lettres d'appel au secours, on pourrait dire, adressées à la mairie pour habiller les enfants. Pour demander de l'aide. Voilà, demander de l'aide. Donc ça, ce sont les réfugiés, 5000 qui sont venus à peu près. Il y a eu aussi Saint-Nazaire hôpital, puisque Saint-Nazaire a accueilli beaucoup de blessés. C'est pour ça qu'il y a aussi une infirmière derrière nous. Voilà. Saint-Nazaire a été une ville-hôpital, c'est-à-dire que, évidemment, au début, on a dirigé tous ces blessés vers l'hôpital principal. Et puis ensuite, il a fallu ouvrir d'autres centres hospitaliers. Et dans cette chapelle-là a été un hôpital pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est vraiment très émouvant de voir que le lieu de cette exposition était un lieu où les blessés de guerre étaient là pour être soignés. Oui, ça a du sens. Ça a du sens. D'être ici. Alors c'est ce qu'on voit donc sur cette partie, les réfugiés, les blessés, les prisonniers aussi. Et les prisonniers, alors beaucoup de prisonniers de guerre allemands, mais aussi autrichiens, sont venus à Saint-Nazaire. Beaucoup ont été réexpédiés vers l'Angleterre, mais beaucoup d'autres sont restés tout simplement à Saint-Nazaire pour servir sur le port, mais aussi dans l'agriculture environnante. Alors d'ailleurs, un petit mot sur, sur l'expo et l'effort de reconstitution que vous avez fait avec vos associations. Parce que là, on a un lancier anglais, on a un hôpital, on a des soldats. Enfin, il y a vraiment eu un sacré boulot quand même. Oui, alors pour cela, nous avons bénéficié de l'aide du musée de Notre-Dame de Lorette qui se trouve à Ablain-Saint-Nazaire. On va peut-être en parler tout à l'heure. Mais une sorte de ville jumelle, on pourrait dire. Voilà. Et qui était sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, nous avons été en partenariat, on peut dire, avec eux. Et on leur a emprunté l'essentiel des uniformes et du matériel militaire qui existe dans cette exposition. D'où la richesse de l'exposition.
Alors, on passe aussi devant une plaque, j'avais envie d'en dire un mot. Ce sont en fait le nom de tous les Nazériens qui sont morts pour la France pendant cette guerre de 14-18. Alors, c'est assez exceptionnel puisqu'il n'y a pas de monument aux morts à Saint-Nazaire. Voilà, c'est une exception nazérienne, parmi d'autres exceptions nazériennes évidemment. Mais le nom des Nazériens qui sont morts pour la France, on les retrouve dans les églises, mais on ne les retrouve pas sur un lieu dans un monument public. Au contraire de ce qui existe à Nantes. Voilà. Et donc, c'est quand même un événement dans la mesure où il y a eu une recherche approfondie pour collecter toutes les données. C'est une de nos associations qui a fait ça, en Généa. Et on voit des anciens qui viennent pour voir si leurs ancêtres est sur la liste. Et on a vécu d'ailleurs la scène tout à l'heure avec un monsieur qui a retrouvé le nom de son grand-père parmi tous les noms ici alignés. C'était assez émouvant. Voilà, c'est aussi la raison de cette exposition, c'est de rendre hommage aux Nazériens qui sont morts pour la France. Alors pour continuer notre petit tour de l'exposition, dans l'allée centrale, il y a toute une collection d'objets. Voilà. Et notamment, là, c'est le barda du soldat. Alors on voulait rendre visible ce conflit à travers des objets pour, on peut dire, être pédagogique et pour rendre compte de ce qu'était la vie du soldat. Alors il y a deux vitrines. Il y a une vitrine sur le barda du soldat avec tout son nécessaire, son nécessaire de couture, son nécessaire de première urgence, sa pipe avec son tabac, le quart, la fourchette, enfin, etc. Donc tout ce qui était dans le barda qui permet de comprendre ce qu'était la rude vie de ces poilus. Avec un petit martinet, mais qui n'était pas pour blesser. Non, c'était parce qu'ils vivaient dans la boue en particulier, et donc pour enlever tout ce qui était dans la boue. Et il y a aussi une patience. Alors ça, c'est un objet qu'on ne connaît pas du tout. C'est ça, une patience, voilà, à bouton. Ça, on mettait cette patience donc sur le bouton qui permettait de briquer le bouton sans tacher la veste. Et sans l'enlever aussi. Puis il y a des pièces aussi assez rares. Alors j'en mentionne une qui est juste à côté parce qu'on en a parlé tout à l'heure entre nous. Mais cette mandoline qui a été faite à partir d'une gourde de soldats. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement le temps du conflit, mais il y a aussi du temps long où ils étaient à occuper dans les tranchées. Et donc, ce qu'on appelle l'art des tranchées, ça veut dire qu'il y a tout un ensemble d'objets qui ont été fabriqués par les poilus. Avec les vases sculptés à partir d'obus qu'on connaît. Et donc, une mandoline. Et là, on voit d'ailleurs une carte postale avec un violoncelle fabriqué par des poilus. Et c'est assez émouvant de voir ça, quoi. Et avec un vrai téléphone de la Première Guerre mondiale aussi qu'on entend actuellement. J'ai oublié votre téléphone, c'est pas grave. Bon, merci en tout cas pour cet aperçu de la visite. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, il y a beaucoup d'autres choses à voir, et, évidemment. Et donc, cette exposition, elle est visible jusqu'au 27 novembre, ici, à la Galerie des Franciscains. Merci, Christian Morinière. Merci. Les associations ont constitué la majeure partie de cette exposition, et c'est aussi les particuliers qui ont contribué. Jean-Louis Doulemar, vous en faites partie de ces particuliers. Il y a des pièces de votre collection personnelle qui sont à voir dans cette exposition, parce que vous êtes, alors attention, je vais le dire, fils de poilu. Tout à fait. Fils, j'ai bien dit fils. Tout à fait. Mon père était né donc en 1898 et moi je suis né en 1949. Mes parents s'étant mariés en 1924. Donc je suis né et vous ont eu tardivement. Je suis né 25 ans après leur mariage et je suis leur fils unique. Et donc votre père, qui était aussi nazérien et qui a participé donc à la Première Guerre mondiale, en tant que mécanicien dans l'aviation de chasse. Ouais. Il était mécanicien dans l'aviation de chasse, d'abord sur les avions Nieuport, les chasseurs Nieuport, et après sur les SPAD. Et donc, de votre collection, vous avez amené là ce qu'on voit derrière la vitrine. Alors, il y a les photos, bien sûr. Il y a les photos et il y a aussi, si vous voulez, là, un entoilage d'avions de reconnaissance allemand, donc tout en noir, parce que c'est un avion de reconnaissance de nuit que mon père avait récupéré donc, sur un avion abattu. Une prise de guerre. Une prise de guerre, tout à fait. Et qui est une pièce assez rare.
Alors, je pense maintenant retrouver un entoilage de cette époque. Il faut savoir que c'est du papier et du fil. Donc, à mon avis, il y a peu de morceaux originaux qui ont survécu à la Il l'avait guerre. bien conservé. Tout à fait. C'est ça. C'était dans du journal à la maison. Et ça a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Aussi, oui. hein. Alors il y a aussi des baïonnettes qui sont là. Alors mais vous me disiez ce ne Tout sont à pas fait. celles de votre Non, père ce puisqu'elles sont- ont fini autrement. Voilà, ça ce sont 2 baïonnettes qu'on a récupérées. Alors il y a une baïonnette longue qui était le modèle standard et il y a une baïonnette courte parce que les soldats souvent raccourcissaient la baïonnette parce qu'elle était plus efficace au combat. Hmm. Et la baïonnette de mon père, si vous voulez, il l'avait découpée en 3 tronçons pour faire 3 tournevis, parce que c'était un très bon acier, et il avait un sens pratique. Et il en a fait des tournevis. Ouais. C'est une drôle de destinée voilà, pour les baïonnettes, mais voilà, c'était aussi la Mais c'était récupération. c'était quoi. la La récup un peu dans le sens récupération du matériel ouais, de guerre. de l'art des tranchées. Alors votre père, il a aussi connu la Seconde Guerre Tout à fait. à Saint-Nazaire et finalement Tout à il a eu de fait. la chance puisqu'il a survécu Tout aussi à tous fait. ces conflits. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il était donc en 39, donc il avait 41 ans. Et là, il n'est pas parti au front. Il était à l'SN Caso à Saint-Nazaire, sur les chantiers, dans l'usine d'aviation, où il fabriquait les hydravions, les Loirs. Et là, et puis il a été démobilisé juste en juin 40, si vous voulez, quand les Allemands juste avant que les Allemands arrivent à Saint-Nazaire. Et il a fui Saint-Nazaire aussi. Il a fui. Alors, mes parents ont vécu jusqu'en 43 à Saint-Nazaire. Et puis, après les bombardements, c'était devenu intenable. La maison était abîmée. Et ils sont partis se réfugier à Noyal-Musillac. Donc, ils n'ont pas été dans la poche, quoi. Oui, ils n'ont pas connu la poche de Saint-Nazaire, qui est un épisode important de Voilà. la Seconde Guerre Ils mondiale. ont connu, par contre, des beaux bombardements. Oui. Ben, merci beaucoup, Monsieur Je vous en Dellebar, prie. pour ce témoignage et puis pour cette participation à cette belle exposition. Merci.